Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne et aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi ton psy ne doit pas chercher à te plaire. C'est une problématique que je n'ai pas encore abordée sur ce podcast et qui est pourtant essentielle d'aborder. Et je m'adresse particulièrement aux gens qui ont pu avoir un suivi thérapeutique avec un psychologue, pour un peu les préparer ou aussi pour peut-être changer la vision qu'ils ont eue de leur suivi, s'ils ont été peut-être déçus, s'il y a eu des tensions avec leur psy. Peut-être cet épisode va vous aider à changer un petit peu votre perception. Alors après, évidemment, que comme dans tout métier, il y a des bons et des mauvais professionnels. J'ai moi-même fait une expérience avec un psychothérapeute que j'ai détesté, que j'ai pas du tout trouvé adéquat. Et du coup, au bout de 2 ou 3 séances, je crois, j'ai mis fin au suivi parce que ça ne me convenait pas. Mais pour être un bon psychologue, eh bien, il faut savoir être sympathique, mais il faut savoir aussi accepter que la personne qu'on a en face de nous ne va peut-être pas nous apprécier. Et pourquoi ça ? Eh bien parce que en tant que psychologue, notre rôle, eh bien, c'est d'aller challenger la personne en face de nous, de la mettre face à ses contradictions, de lui poser des questions que d'autres personnes n'osent pas lui poser, de poser des questions qui dérangent. Et ça, en effet, eh bien, peut-être que ça va bousculer la personne et faire que ça va la déranger. Ça ne va pas faire qu'elle nous apprécie, mais ce sera des questions qui seront essentielles. Alors, je pose un petit peu le cadre pour ça. C'est que pour pouvoir aller dans quelque chose plutôt de provocation ou d'aller contrer certaines choses, d'aller pointer les contradictions, etc., ça demande de créer une belle alliance relationnelle avec la personne, une belle alliance thérapeutique. Et puis, il y a une grande précision. Ce qui est important, c'est d'aller attaquer les croyances, d'aller attaquer les excuses, les histoires, les schémas que la personne répète et se raconte. C'est ça qu'on va aller attaquer et qu'il faut des fois attaquer férocement. Et c'est très différent d'attaquer la personne en elle-même. C'est pour ça que, évidemment, on peut être la personne qui dérange. La personne peut ne pas forcément nous apprécier, mais ça doit toujours être fait dans la bienveillance. Et la bienveillance, eh bien, elle réside dans le fait que, justement, ce qu'on attaque, c'est pas la personne, mais c'est ses pensées, ses fonctionnements, ses comportements qui sont dysfonctionnels. Alors maintenant, je vais vous donner des exemples de moments ou de situations dans lesquelles votre psychologue va peut-être vous challenger et prendre la posture de ce qu'on appelle le mauvais objet. Alors, un psychologue, le grand avantage qu'il a, c'est qu'il est neutre, en tout cas, il doit l'être. Il doit être non jugeant également. Et surtout, c'est une personne qui est extérieure à vous, à votre famille, à votre situation de vie. Et ça, c'est super important parce que non seulement il peut apporter pas forcément un regard objectif, parce que ça reste toujours aussi le regard du psychologue, mais un regard différent à votre situation. Et puis l'autre avantage de ça, c'est que le psychologue, il fait pas partie de votre système familial, social, environnemental. Donc, il n'a pas ses attaches et il n'y a pas les mêmes enjeux relationnels que dans les personnes qui sont dans votre entourage, dans votre famille ou dans vos amis. C'est-à-dire que pour certaines personnes de votre entourage, ça peut être difficile de vous dire certaines choses, de vous faire remarquer certains comportements, certains schémas qui sont dysfonctionnels. Ce n'est pas leur rôle non plus. Peut-être qu'ils n'ont aussi pas les compétences de les voir. C'est aussi pour ça qu'on fait des études pour devenir psychologue. On n'est pas juste une personne externe. Et surtout, c'est difficile pour eux de pouvoir communiquer certaines choses ou de pouvoir pointer le doigt sur certaines choses chez vous qui posent problème parce que, il y a plein d'enjeux relationnels. Ça peut briser la relation, ça peut briser plusieurs relations au sein du système familial ou amical. Et toutes ces choses-là vont rendre compliqué pour les personnes de votre entourage de pouvoir communiquer certaines choses. Alors que le psychologue, votre vie, il n'est pas intégré là-dedans. Lui, il est là pour vous aider, pour avoir un impact positif dans votre vie,
mais il va pouvoir se permettre de vous dire certaines choses, de pointer du doigt là où il y a des problématiques, ou en tout cas où on pense qu'il y a une problématique, là où il y a des schémas qui sont dysfonctionnels. Et on a beaucoup plus de liberté pour le faire parce que ça ne va pas avoir d'impact sur la relation, sur vos relations. Alors ça peut avoir un impact sur la relation que vous avez avec votre psychologue, mais pas dans votre environnement. Et donc ça amène aussi le psychologue à parfois prendre la posture de ce qu'on appelle le mauvais objet, c'est-à-dire qu'il prend la posture de la personne qu'on ne va pas aimer. Et donc ça, c'est quelque chose qui arrive régulièrement et qui est nécessaire. C'est que parfois c'est nécessaire pour nous de prendre ce rôle pour concentrer aussi peut-être l'agressivité ou l'agacement ou la colère sur nous plutôt que sur quelqu'un d'autre de la famille, et pouvoir régler aussi au sein de la relation entre la personne qui vient nous voir et nous. Ça permet de rejouer aussi certaines relations qui peuvent se rejouer avec d'autres personnes, dans le cadre familial par exemple. Donc ça peut être quelque part, le psychologue, il peut parfois prendre le rôle du père, de la mère, du conjoint. Évidemment, symboliquement, il prend un peu cette place, mais dans les attitudes ou comme ça, c'est quelque chose qu'on peut faire pour vous confronter à quelque chose qui peut être compliqué et pouvoir régler ça dans le contexte thérapeutique, et plutôt que de le faire en dehors. Et le fait de le faire ici, ça permet en dehors ensuite d'apaiser les choses. Mais comme je l'ai dit, ça peut avoir parfois un impact sur la relation thérapeutique, la relation avec le psychologue. Il y a des personnes qui ne vont pas forcément apprécier ça ou qui ne vont pas le supporter, ou si c'est mal fait de la part du psychologue, ça peut engendrer des problématiques. Et oui, ça arrive que des fois ça casse la relation thérapeutique. Mais c'est quelque chose parfois qui est nécessaire. Et en tant que psychologue, il faut être prêt à prendre ce risque de briser la relation thérapeutique pour le bien de la personne. Un autre moment où il est très important pour le psychologue de ne pas chercher à plaire à son client ou à son patient, peu importe comment vous l'appelez en fonction de votre approche psychologique. Le moment où c'est important de ne pas chercher à plaire, mais de chercher à être efficace, c'est dans les moments où je ressens, où le psychologue ressent qu'il arrive au bout de ses limites, de ses compétences. Ça, c'est quelque chose qui peut extrêmement frustrer les personnes qui peuvent venir me voir et venir voir mes collègues. C'est quand on prend quelqu'un en première séance, souvent au téléphone ou par mail, peu importe comment se fait la prise de contact, très très régulièrement, ce qu'on nous annonce comme problématique à venir travailler, c'est pas la vraie problématique. Soit parce que la personne la cache intentionnellement quelque part, ou parce qu'elle n'a pas envie de l'annoncer comme ça au téléphone, ou parce qu'elle est un peu dans le déni, ou bien des fois la personne pense vraiment que c'est ça le problème, alors que en fait le problème il est ailleurs. Et c'est ça qui amène des fois où des personnes vont me contacter en me parlant des symptômes. Ça peut être différentes émotions, ça peut être des crises d'angoisse, ça peut être de la colère, différentes choses. Puis en fait, quand après je les rencontre et que j'approfondis la question avec ces personnes, je me rends compte qu'il y a des problématiques qui dépassent mes compétences. Ça peut arriver. Moi, je suis psychologue, je ne suis pas psychothérapeute. Les psychothérapeutes, c'est des gens qui vont prendre des suivis un peu plus compliqués, un peu plus long terme. Et typiquement, moi, je ne vais pas prendre des personnes qui ont suivi des gros abus, des grosses violences, que ce soit physiques, sexuelles, etc. Alors, précision, ça m'arrive parfois de travailler avec des personnes qui ont vécu ces choses-là, mais on va travailler sur d'autres choses ou sur certaines conséquences que ça a pu avoir sur elles, sur leur mental, sur leur façon de vivre, etc. Par contre, je ne vais pas prendre des personnes qui veulent qu'on aille travailler directement là-dessus, qu'on retourne dans les souvenirs traumatiques, etc. Ça, c'est quelque chose que je ne vais pas faire et que je vais laisser à un psychothérapeute. Ce n'est pas parce que vous avez vécu un trauma par le passé que ça coupe l'accès, par exemple, à mon cabinet, mais ça dépend sur quoi on veut travailler, ça dépend à quel point le traumatisme est frais aussi. Donc, c'est des choses qui peuvent se découvrir qu'en consultation. On ne peut pas dire, voilà, j'ai vécu ça, non, ça va directement chez telle personne.
ça demande de discuter. Et qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? C'est que, en tant que psychologue, il est de mon devoir de savoir dire merci déjà pour ce que vous me partagez, mais désolé, je me rends compte que je ne suis pas la bonne personne pour vous, parce que soit mon approche n'est pas celle dont vous avez besoin. Ça peut arriver quand des personnes, moi je fais plutôt de l'accompagnement bref, accès coaching et hypnose, où il y a beaucoup d'exercices, de choses à faire, etc. Si la personne, elle a envie de venir 2 fois par semaine pendant plusieurs mois pour pouvoir raconter toute son histoire, etc., avant de passer à de la réflexion, de solutions, de changements, avant de vouloir tester des choses, je ne vais pas être la bonne personne. Et là, il faudra aller plutôt chez un psychothérapeute pour avoir accès à plus de séances, etc. Donc ça peut être l'approche qui n'est pas appropriée, ou ça peut être les compétences. Typiquement, je dois dire, pour ce genre de traumatisme, ou vu la situation que vous avez, la meilleure chose pour vous, c'est pas moi qui peux vous l'offrir, c'est tel psychothérapeute avec telle approche. Alors ça, c'est une situation où très souvent, c'est très frustrant pour la personne qui vient me voir. Pourquoi? Parce que déjà, ça met souvent longtemps. Le processus de dire je vais aller débuter une thérapie quelque part, ça prend souvent plusieurs mois ou plusieurs années avant qu'on ait le courage de se lancer. Puis après, il faut encore trouver un rendez-vous avec un thérapeute. Ça peut prendre des fois plusieurs semaines, plusieurs mois. Puis finalement, on arrive, on raconte, puis la personne nous dit « Ah non, il faut aller voir quelqu'un d'autre ». Alors, ça peut être hyper frustrant. J'ai eu des personnes qui sont parfois parties de la séance à la fin en étant vraiment très déçues, très en colère contre moi. Mais c'était essentiel pour leur bien-être que je mette cette limite. Parce que si, face à cette frustration, j'avais dit « Ah ouais, ok, continuons ensemble », en sachant que je n'ai pas les compétences ou l'approche appropriée pour, en fait, tout ce que j'aurais fait, c'est retarder l'échéance où elle devrait aller voir quelqu'un d'autre. Ça lui aurait fait dépenser de l'argent pour rien. Et en fait, ça ne lui aurait pas servi. Donc ça, c'est typiquement une situation où le psychologue, ma foi, doit accepter que peut-être cette personne, elle part déçue ou peut-être même qu'elle nous en veut. Mais on le fait pour son bien. Et qu'est-ce qui aide à accepter ça en tant que psychologue? C'est d'arriver aussi à détacher le rôle professionnel de qui on est. Et se dire, cette personne, elle n'a pas aimé la posture que j'avais. Ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un de mauvais, au contraire. Une troisième situation où le psy peut déplaire et doit accepter de déplaire et de ne pas avoir comme objectif de vouloir plaire à la personne, mais d'avoir comme objectif de vouloir l'aider, c'est dans les moments où on doit prendre un rôle qui est plus confrontant. C'est-à-dire, lorsqu'on a une personne en face de nous qui est bloquée dans un schéma d'excuses, dans un schéma où elle ne prend pas la responsabilité de ses choix, de ses actes, où elle met la responsabilité à l'extérieur. Donc, si je caricature, c'est un peu, j'y peux rien, je suis une victime, c'est la faute à mes parents, c'est la faute à mon chef, c'est la faute à mon enfance, mon compagnon, ma compagne, etc. Donc, en gros, dans des situations où la personne se déresponsabilise totalement de ce qui lui arrive dans sa vie et de comment elle y réagit, et qu'elle a tout un set de croyances, d'excuses, d'argumentation qui est monté autour de ça pour se convaincre et convaincre son entourage du fait que cette personne n'a aucune responsabilité dans ce qui lui arrive. Eh bien là, c'est des moments où en tant que psy, on doit être capable d'aller beaucoup plus dans la confrontation et d'aller pointer du doigt ces schémas d'excuses, de mettre la responsabilité à l'extérieur. Pourquoi c'est important? Eh bien parce qu'il y a une thématique qu'on appelle les gains secondaires ou les bénéfices secondaires d'une situation et d'un problème qui sont un point super important à aborder. Alors qu'est-ce que c'est les bénéfices secondaires d'un problème? Eh bien c'est que dans toute situation, problématique ou pas, si on reste dans cette situation, c'est que quelque part, on y gagne quelque chose. Et même si la situation est problématique et qu'elle ne nous convient pas tellement, si c'est le seul moyen d'obtenir certaines choses dont on a besoin,
eh bien, on va avoir tendance, consciemment ou pas, à rester dans cette situation. Alors, je vais vous donner un exemple. Parmi les grands gains secondaires du fait de ne pas être bien, que ce soit mentalement ou physiquement, eh bien, c'est qu'on va peut-être plus s'occuper de nous. Voilà, je ne suis pas bien, on va plus me ménager, on va plus faire attention à moi, on va peut-être prendre plus de mes nouvelles, on va me proposer de l'aide, etc. Peut-être qu'on va moins me confronter parce qu'on va dire « Ah, mais voilà, cette personne, elle ne va pas bien, donc je vais éviter de la surcharger, je vais éviter de lui en demander trop. » Donc ça peut être le gain, ça peut être qu'on nous lâche la grappe. Ça peut avoir comme gain secondaire que ça nous évite, par exemple, d'aller au travail. Si on est dans un travail où ça ne nous convient plus, le fait d'être malade, de ne pas être bien, le gain, c'est que on a une bonne raison, une bonne excuse pour ne plus y retourner. Là, toutes ces choses, on peut retrouver aussi tout ce qui est chantage affectif, chantage au suicide, par exemple, qui peut se retrouver dans certaines situations. Il y a des énormes bénéfices secondaires à ça. Parce que voilà, c'est un peu la carte joker que certains clients vont sortir au psy, mais à leurs proches aussi. C'est dès qu'il y a quelque chose qui contrarie, voilà, je vais plonger, je vais me suicider. Ça, on voit que c'est un puissant joker parce que du coup, tout le monde après prend peur, se retire, dit non, c'est tout bon, tu n'as rien besoin de faire ou on verra ça plus tard. Et ça, c'est important de pointer ces bénéfices secondaires pour montrer à la personne que si elle reste dans sa situation qui est problématique sous certains aspects, c'est qu'elle a des bonnes raisons de le faire. Et que tant que ces choses-là, ces besoins ne sont pas satisfaits d'une autre manière qui serait plus saine, c'est-à-dire par exemple en arrivant à s'affirmer, à dire non, à demander de l'aide, si on arrive à le faire verbalement par exemple, on n'a plus besoin d'aller mal pour que les gens comprennent qu'on a besoin d'aide ou qu'il faut nous laisser tranquilles. Tant qu'on n'arrive pas à trouver une manière plus saine, on va avoir tendance à rester dans cette situation problématique. Et donc, dans ces moments-là, quand on pointe ce genre de choses, c'est parfois très difficile à entendre pour la personne qu'on a en face de nous, d'entendre qu'en fait, c'est pas forcément qu'elle fait exprès, mais c'est que quelque part, sa situation problématique lui convient. Et que aussi de lui rappeler qu'elle n'est pas responsable de ce qui lui arrive, de comment les gens agissent, des événements de vie qui arrivent, ça, on ne le contrôle pas. Par contre, de rappeler qu'on contrôle toujours la manière dont on décide de percevoir la situation et la manière dont on décide d'y réagir. Et de rappeler cette responsabilité, ça peut être difficile à entendre parce que du coup, ça veut dire « Ah, en fait, j'ai ma part à jouer là-dedans. Et si ma situation reste problématique, ça veut dire que j'ai une responsabilité là-dedans. » Et ça, il n'y a pas tout le monde qui est prêt à l'entendre, soit parce que c'est trop tôt pour l'entendre, soit parce qu'elles ont de bonnes raisons de ne pas vouloir sortir de cette situation problématique. Et c'est vrai que ça, c'est des situations où, en tout cas personnellement, je peux des fois être très cash et puis aller interrompre la personne dans ces cycles d'excuses, parce qu'il y a des personnes qui vont monopoliser la séance en passant dans toutes leurs excuses et à répéter en fait le même script qu'elles répètent avec leur entourage, par exemple. Et là, c'est très important, en tout cas à mon sens, d'aller couper ça, d'aller éviter et sortir de ce schéma que ces personnes connaissent par cœur. Mais ça, en effet, ça peut être des fois mal perçu ou désagréable pour les personnes. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsque le psy prend le risque de déplaire à la personne qu'il a en face de lui? Eh bien, quelque part, il y a deux issues. Soit la personne, elle comprend qu'elle est là pour travailler sur elle, et puis elle comprend que le fait de pointer ces choses-là et d'être insistant sur certains points, c'est fait avec bienveillance. Je rappelle, il faut que ça soit fait avec bienveillance et attaquer les comportements, les schémas, pas la personne en elle-même. Et puis si la personne, elle comprend ça, ensuite, on va pouvoir faire un vrai travail thérapeutique et puis vraiment progresser. Et puis malheureusement, il y a des personnes qui ne comprennent pas ça ou ne sont pas prêtes à l'accepter. Là, c'est là où on va renvoyer au psy le fait que c'est le mauvais objet, c'est le mauvais psy, je vous passe tous les noms d'oiseaux qu'on pourrait donner.
Et puis, à ce moment-là, généralement, ça coupe la relation thérapeutique parce que la personne décide qu'elle ne veut plus revenir. Alors, en tant que psychologue, évidemment, moi, j'adore voir les gens partir, ne plus prendre de rendez-vous chez moi quand c'est pour les bonnes raisons, c'est-à-dire parce qu'elles vont mieux et qu'elles ne sentent plus le besoin de venir. Ça m'embête toujours quand elles partent sans qu'on ait pu terminer le travail. Mais voilà, dans ces cas-là, moi, je fais toujours une introspection pour me dire, OK, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'était dans le bon rythme? Est-ce que j'ai eu les bonnes interventions, etc. Je me fais un petit feedback personnel. Et puis après, à nouveau, je laisse la responsabilité aussi à la personne de comment elle réagit, de ses décisions, etc. C'est pour ça que je ne vais jamais chercher à retenir quelqu'un en thérapie, de convaincre de rester. Je dis tout le temps aux gens que moi, je suis là à disposition et que quand ils viennent, je donne mon max pour pouvoir les aider, mais que la décision de est-ce qu'on se revoit ou pas, c'est à eux d'avoir le dernier mot. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup pour votre écoute, pour votre fidélité. Je vois de plus en plus de retours. Maintenant sur Spotify, on peut mettre des commentaires sur les épisodes. Je vois qu'il y a des gens qui en laissent. Merci énormément. Merci aussi aux personnes qui laissent des évaluations. 5 étoiles, enfin mettez le nombre d'étoiles que vous jugez bon, mais laissez une évaluation sur Spotify, sur Apple Podcast, vous pouvez mettre des commentaires sur YouTube si vous regardez le podcast en vidéo, vous pouvez mettre vos commentaires, liker, partager, ça m'aide vraiment beaucoup. On est de plus en plus nombreux sur ce podcast, vous êtes de plus en plus nombreux à me faire des retours positifs sur Instagram aussi, ou même en consultation quand vous venez. Donc merci du fond du cœur, merci pour le soutien et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.